Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres. Ouverture aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des travaux de la 15e conférence des partis. 196 États vont fixer les objectifs climatiques mondiaux. La COP15 a démarré ce matin avec un sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. La 15e conférence des partis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, tout est fin prêt pour cet événement, longtemps préparé avec minutie. Le Premier ministre Patrick Hachi a visité récemment le site qui accueille les travaux de la COP15 dans la commune de Cocody. Enfin, un tremblement de terre a secoué Taïwan, petit État insulaire à l'est de la Chine. En Côte d'Ivoire, donc, début aujourd'hui des travaux de la 15e conférence des partis pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. Il s'agit pour les 196 pays participants, dont la Côte d'Ivoire, de trouver les moyens pour lutter contre l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables et la pollution des sols. La COP15 qui a démarré ce matin avec un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Plus de 50% des terres du globe sont dégradées, une situation qui affecte 4 milliards de personnes et coûte extrêmement cher. Alors, pour lutter contre le changement climatique, les pays participants à la COP15 proposent des solutions. Mais que propose la Côte d'Ivoire? Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos travaux se tiennent en amont de la COP15 que la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce lundi 9 mai jusqu'au 20 mai 2022. Ces travaux suscitent de grands espoirs au sein de nos populations qui attendent beaucoup de nous, notamment au regard du thème de cette COP15 qui s'intitule « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère ». En effet, selon les données disponibles, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples font beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. La Côte d'Ivoire accueille du 9 au 20 mai prochain les travaux de la 15e conférence des partis pour fixer les objectifs climatiques mondiaux. Plusieurs chefs d'État sont dans le district d'Abidjan. À noter la présence des présidents de la Namibie, de Djibouti, de la Mauritanie et du Nigeria. Pour en parler, Herman Guivet. Aéroport au Fouet-de-Boigny d'Abidjan. Le ballet des arrivées des chefs d'État pour la COP15 a déjà commencé. L'un des premiers avions à se signaler dans le ciel ivoirien, c'est celui de la République de Namibie. Son Excellence Hage Geingob, à la tête d'une forte délégation, est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président de la République, Son Excellence Tiemoko Médiette Koné. Au salon privé du pavillon présidentiel, les deux personnalités échangent un court instant des civilités. Puis c'est le tour du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, de marquer son arrivée en terre ivoirienne. Il sera à son tour accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Médiette Koné.
Entre deux écarts d'arrivée de chefs d'État, l'on enregistre la présence d'une délégation avancée en provenance de la République fédérale du Nigeria. L'activité côté tarmac est intense. Les arrivées de délégations s'enchaînent, comme celle de la délégation en provenance de Mauritanie conduite par son chef d'État, son Excellence Mohamed Ould El Ghazouani. C'est le Premier ministre Patrick Hachi en personne qui l'accueille à sa descente d'avion et lui exprime le traditionnel Akwaba, la bienvenue à l'Ivoirienne. Vient ensuite le tour de l'avion transportant à son bord le président du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, de se poser sur le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny. C'est le vice-président Timoko Meliet-Kone qui est présent au bas de l'échelle de Coupé pour l'accueillir. Les deux personnalités auront un bref échange. Les délégations de chefs d'État et de ministres continuent d'affluer vers Abidjan. 5000 participants en provenance de 196 pays sont attendus sur les bords de la lagune Ébriée pour cette 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les chefs d'État, eux, sont bien présents. La 15e conférence des parties a été préparée avec minutie et dévouement par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachi a visité récemment le site qui accueille les travaux de la COP 15 dans la commune de Cocody. Les détails, Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale mondiale de la lutte contre la désertification. À la veille de l'ouverture officielle de la COP 15 ce lundi, le Premier ministre est sur le terrain. Tout le circuit de la conférence est passé au peigne fin, de l'enregistrement à la salle plénière, en passant par les sites de panels et autres stands. Dans la salle qui abrite le Forum des jeunes ouvert ce dimanche, petit moment d'échange avec des participants encore sur place. Pour moi, ça a été une expérience agréable de pouvoir discuter avec le Premier ministre en face. Aujourd'hui, on a des agriculteurs, mais des agriculteurs qui ne sont pas jeunes. Donc le défi, c'est de voir comment arriver à ce que les jeunes s'intéressent au métier de la terre. Avec le Forum des jeunes, la conférence enregistre le sommet des chefs d'État, le caucus des femmes que présidera la première dame Dominique Ouattara. Le chef d'État aura l'occasion de décliner à l'occasion du sommet des chefs d'État les grands axes, non seulement des grandes questions qui touchent à la terre, mais également aussi du programme spécifique sur la Côte d'Ivoire et de ses ambitions dans ces secteurs-là. Sur les questions organisationnelles, je crois qu'on est extrêmement satisfait, que ce soit les questions d'accueil, que ce soit les questions de transport, de logement et d'hébergement, que ce soit les questions, donc, comme ici, des sites d'événements secondaires ou principaux qui vont être réalisés. On est relativement satisfait qu'un accent particulier a été mis pour permettre aux gens qui ne sont pas physiquement présents mais de par le monde à leur permettre d'assister à la plupart des discussions qui auront lieu ici. Et ce rendez-vous de la COP 15 est bien celui de chaque Ivoirien. Pour amener les populations, pas seulement urbaines, mais à l'intérieur du pays également à y participer, le forum des jeunes qui est organisé aussi bien que le caucus femmes ou encore caucus genre a fait venir de l'intérieur du pays des centaines et des centaines de jeunes des 31 régions de Côte d'Ivoire. Surtout les femmes et les jeunes qui vont être bien sûr les premiers bénéficiaires des retombées de ces assises. Plus de 5000 participants sont attendus à ce rendez-vous d'Abidjan en provenance de 197 pays. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la désertification, à noter les récents échanges entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et les responsables de la Société de développement des forêts, la SODEFOR. Les précisions de Franck Quadio. Société de développement des forêts SODEFOR. Au moment où s'ébauche la COP 15 à Abidjan, le ministre Tchagba Laurent multiplie les rencontres avec les structures sous tutelle. Ici, le décor est planté par le directeur général. La SODEFOR, de 1999 à 2011, a connu un certain ralentissement dû à la crise, ce qui n'a pas empêché la structure d'atteindre quelques objectifs. La SODEFOR capitalise, entre autres, plus de 220 000 hectares de reboisement, toutes essences confondues. Plus de 60 000 hectares de parcelles agroforestières, plus de 2,5 millions d'hectares dotés de plans d'aménagement, soit 61% de la surface totale des forêts classées. N'empêche, la forêt ivoirienne est toujours aussi menacée, avec seulement 3 millions d'hectares de couverts. Malgré ces résultats édifiants, des difficultés majeures demeurent, notamment l'appauvrissement et l'état de dégradation avancée des forêts classées, du fait essentiel
Seulement de la pression continue des populations paysannes, aggravée par les flux migratoires incontrôlés et l'avènement d'un nouveau fléau que constitue l'orpaillage clandestin. Il y a aussi l'insuffisance des ressources financières pour assurer le relèvement du niveau des activités de protection et de reboisement. Redonner de la couleur à notre forêt, l'ambition partagée par le ministre Tchagba Laurent nouvellement nommé, et cela sonne comme un défi. Et notre stratégie, c'est de faire en sorte que, à l'horizon 2025-2030, nous puissions atteindre un couvert végétal de 20%, c'est-à-dire environ 6 millions d'hectares de forêt. Ça veut dire qu'on va doubler ce que nous avons actuellement. Et pour cela, il y a des stratégies qui ont été déjà développées et mon prédécesseur a fait un travail formidable en la matière et là je viens pour continuer. Après les syndicats et la SODEFOR, le ministre Tchagba Laurent entend multiplier ses rencontres avec ses collaborateurs pour la réalisation de cet objectif commun, 6 millions d'hectares de forêt à reconquérir de 2025 à 2030. Comment lutter efficacement contre la déforestation? La Côte d'Ivoire, qui est depuis plusieurs années le théâtre d'une forte déforestation, propose aujourd'hui l'utilisation domestique du butane. Les explications de Lanciné Bakayoko. Cacao, café, EVA, palmier à huile, banane, ananas, coton, cajou. Sur ces spéculations agricoles, la Côte d'Ivoire continue de garder son rang de leader africain. Ces productions, qui font de la Côte d'Ivoire une puissance agricole, ont prospéré grâce à sa forêt. Malheureusement, cette forêt, elle est fatiguée. Et cela se traduit par son état de dégradation. Mais cette dégradation tous azimuts de la forêt, la Côte d'Ivoire en fait une préoccupation majeure, notamment par l'adoption depuis 1993 de la politique baptisée butanisation. L'État de Côte d'Ivoire a une politique de promotion de l'utilisation du gaz pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de l'environnement, pour lutter contre la déforestation et pour que les ménages les plus vulnérables puissent utiliser le gaz partout. Dans cette usine de fabrication de gaz butane en zone industrielle d'Akoupé-Zegui, des fourneaux en effervescence, des ouvriers à la tâche, des machines à plein régime. Objectif, couvrir la demande sans cesse croissante. Aujourd'hui, la consommation de bouteilles en Côte d'Ivoire, c'est de 1 200 000 bouteilles par an. Nous sommes à 2 millions de bouteilles de fabrication. C'est-à-dire qu'on peut couvrir le marché facilement. Pour les protecteurs de l'environnement, la rareté du bois, son prix et la menace des écosystèmes font du gaz butane une alternative crédible. Techniquement, c'est une excellente approche parce que le recours au bois de chauffe implique que les populations aient coupé les bois dans la forêt. Et donc, c'est ce qui est de nature à accélérer la déforestation, à constituer tout ce qui va amener par la suite la dégradation des terres et l'avancée de la désertification. Le défi aujourd'hui, c'est d'éviter que cette politique de butanisation ne bute sur des pénuries comme celle de la mi-juillet 2021. Des pénuries qui font flamber les prix et donc soumettent les ménages à la tentation du retour au charbon. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire de la COP 15 et pour permettre le bon déroulement des travaux, le dispositif sanitaire a été renforcé. Masques anti-coronavirus distribués gratuitement, vaccination contre la Covid-19 et respect des gestes barrières. Il s'agit d'éviter la contamination. Pour en parler, Grâce Kando. Le test de dépistage à Covid, une condition sine qua non pour participer à la 15e conférence des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, avant le fonctionnement officiel de l'antenne Covid-19, un site provisoire est installé à l'annexe du Grand Préau. Des participants se soumettent déjà à cette exigence. Je viens de faire mon test rapide de Covid. Comme son nom l'indique, c'est un test qui est très rapide. En moins de 10 minutes, j'ai eu mon résultat et c'est négatif. Vraiment, je suis d'avis avec cette initiative. J'ai fait mon test aujourd'hui pour ne pas être dans le long rang de demain. Puisque nous sommes bénévoles, il faudrait que nous soyons là un peu vite, tôt,
Concernant l'antenne Covid-19, les responsables expliquent le processus. De façon pratique, tous les participants vont rentrer dans cette salle et derrière moi, vous voyez les chaises qui sont disposées. Il y a 50 chaises. Donc, ils vont rentrer par groupe de 50 et puis ils seront enregistrés et avec un numéro, un code qu'ils auront. Ils seront appelés par la suite, un à un, pour venir dans ces box que vous voyez sur ma gauche et ma droite. On fera les prélèvements par groupe de 10. Lorsque c'est fini, les prélèvements seront remis aux techniciens qui vont techniquer ces échantillons ici. Et puis, les prélevés, les participants qui ont été prélevés vont attendre sur ma gauche, sur les chaises que vous voyez. Et puis, en 3, 4, 5 minutes maximum, ils auront leurs résultats. En ce moment, ils vont aller rejoindre les salles de travaux. Okay. Tous les jours, les participants doivent se faire dépister. Pour les personnes testées positives, des dispositions sont prises. Si après le prélèvement, on tombe sur quelqu'un qui a un résultat positif, il y a une ambulance dédiée qui va le transporter vers les centres de prise en charge immédiatement. Ils seront transportés d'ici vers le service des maladies infectieuses où des chambres sont réservées déjà. Ils seront traités là-bas, soit la situation nécessite effectivement un traitement à l'hôpital. Alors ils seront hospitalisés dans ces centres, dans ces chambres que nous avons déjà réservées. Soit la situation n'est pas très compliquée, alors on le laisse en isolement dans sa chambre d'hôtel et il ne sortira de là que lorsque le test effectué 5-6 jours après nous revient négatif. Non loin du site provisoire de dépistage, un camion mobile est installé. Une aubaine pour tous de se faire vacciner. La vaccination et les gestes barrières, des éléments essentiels dans la lutte contre le coronavirus. Aucun nouveau cas de coronavirus enregistré hier en Côte d'Ivoire, annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 81 974 cas confirmés de coronavirus, 81 160 personnes guéries, 799 décès et 6 cas actifs. Toujours en Côte d'Ivoire, le début aujourd'hui des épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2022. Plusieurs activités pour les candidats, notamment la course de vitesse, le lancer du poids, le saut en hauteur et la gymnastique. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat session 2022 annoncent les examens de fin d'année 2022. Un tout autre sujet à présent avec les échanges récemment entre le Conseil national de lutte contre la vie chère et les agricultrices de la commune de Songon. Cette rencontre intervient un mois après la cérémonie officielle de remise de matériel aux femmes du vivrier par le Premier ministre Patrick Hachi. Le point avec Michel Mambo. Elles ont sollicité l'aide du gouvernement pour l'amélioration de leur production et l'écoulement des produits vers les marchés. Et elles en ont bénéficié. À Boisflé, le 7 avril dernier, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Premier ministre Patrick Hachi procédait à la remise officielle d'un important don en matériel roulant et intrants estimé à 2,5 milliards de francs CFA à une vingtaine de coopératives. Un mois après, quel impact sur les marchés? C'est tout le sens de cette visite entreprise par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Anididis Bakone, dans les champs de la commune de Songon. L'objectif du gouvernement, comme cela a été annoncé par son Excellence le Président de la République, c'est de travailler à améliorer l'offre de produits. Et donc, c'est en travaillant avec les femmes qui sont à l'origine de cette production que nous allons pouvoir améliorer cette offre-là. Parce que c'est lorsqu'il y a suffisamment de produits sur le marché que les prix peuvent être accessibles. Nous sommes heureux de constater que les femmes qui ont bénéficié des dons du gouvernement en font bon usage. Impact positif donc, et les bénéficiaires se disent reconnaissantes au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Quand il y a assez de produits, on a du mal à remonter vers le marché. Souvent c'est sur la terre parce que le camion ne peut pas descendre. On a été vraiment heureuse quand nous on a reçu les tricites. Ça va nous aider à
à véhiculer nos produits vers le marché. Des productrices et commerçantes plus que jamais engagées aux côtés du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, elles l'ont exprimé par des chants de réjouissance. Dans l'actualité également, les préparatifs du sommet international sur la paix et le développement. Cette rencontre va se tenir en Côte d'Ivoire. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Distinction des meilleurs promoteurs de paix, installation du président régional du Conseil de paix et signature de la charte de la paix. Activité au menu du séjour de la FPU, Fédération pour la paix universelle à Mankono, région du Béré. Ce 10e sommet régional prépare le sommet international sur la paix et le développement que va abriter la Côte d'Ivoire cette année. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de la paix, accueille sur son sol un sommet international de paix. C'est l'espoir de notre fédération, c'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. À travers ces sommets régionaux, la Fédération pour la paix universelle entend mobiliser les populations en vue de faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le président du Conseil régional de paix du Béré, fraîchement installé. Nous allons asseoir des comités de paix dans tous les villages de notre département et même de notre région. Il y a pratiquement 300 écoles qui sont déjà en fait avec des comités de veille. Nous allons nous assurer que nous les accompagnons avec ce que nous avons. Autorités administratives et cadres s'engagent à travailler pour faire de la région du Béré un havre de paix. Pour que les familles vivent en paix et que toutes les populations vivent en paix pour que le développement de Mankono soit véritablement solide. Mobiliser nos parents autour de ces valeurs de paix, parler d'amour, d'interdépendance, de nous considérer tous comme une famille. Aka Saï Lazare, le président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, est revenu sur les 5 principes universels de la paix. La paix est une construction qui a besoin de matériaux. Ces matériaux, ce sont les principes de paix. Nous sommes tous une famille. Cette famille est centrée sur Dieu. Parce que Dieu, il est comme le parent. Il est le créateur, certes, mais il est le parent de toute l'humanité parce qu'il nous aime avec un amour de parents. La Fédération pour la paix universelle est une alliance globale de personnes et d'organisations résolues à bâtir un monde de paix. Créée en 2005, la FPU est présente dans 192 pays. D'Imbokro, dans la région centre du pays, plusieurs infrastructures livrées récemment par le conseil régional du Nzi. Il s'agit notamment d'un château d'eau pour le village de Adi Kofikro. Les précisions de Eugène Atoubé. Le président du conseil régional du Nzi n'a cessé de dire aux populations de cette aire géographique de toujours compter sur le président de la République Alassane Ouattara pour le développement des localités composant la région du Nzi et le progrès de leurs habitants respectifs. La preuve par les actions à leur bénéfice. Adi Kofikro bénéficie aujourd'hui d'un château d'eau réalisé à hauteur de 65 millions de francs CFA. Voilà, on se fait à faire de l'eau, on va jusqu'à barrage là-bas, là-bas on va chercher l'eau. Une réponse aux besoins de ces populations en matière d'accès à l'eau potable dans un village où les pompes à motricité humaine sont constamment en panne. Adi Kofikro et Akpatoufoué, 2 villages de la sous-préfecture de Kwasi-Kwasikro, bénéficient enfin des bienfaits de la lumière. Ils ont été mis sous tension par le président du conseil régional du Nzi, un moment important et historique pour ces 2 localités dont l'espoir d'être reliées au réseau électrique national a duré plus de 60 ans. Et bon, on espère, comme le courant vient d'être connecté, que des activités vont naître pour faire maintenir les jeunes et puis leur donner de l'emploi. Je voudrais dire à mes parents de garder espoir. Parce que nous étions dans l'obscurité, aujourd'hui nous sommes dans la lumière, les choses vont se faire petit à petit. On n'a pas beaucoup de ressources, mais avec la planification que nous avons faite, je crois que tous les mois, nous serons sur le terrain où nous avons beaucoup d'infrastructures à mettre à disposition des pouvoirs. Que mes parents comprennent que c'est dans l'union et dans la paix que le développement peut se faire. Le conseil régional du Nzi poursuit par ses nombreuses actions sa politique visant l'amélioration des conditions de vie et le bien-être des populations. Une politique en cohérence avec le slogan de son président,
Kofi Nguessan Lataille, donner envie de vivre dans la région d'Unzi. Religion avec la visite en Côte d'Ivoire du secrétaire d'État du Vatican. Son éminence Pietro Cardinal Parolin a prié il y a quelques jours à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro dans la région centre du pays. Le secrétaire d'État du Vatican s'est ensuite rendu à l'hôpital Moscati et a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La messe dominicale est dite par un hôte de marque, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Prennent part à cette messe le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et plusieurs membres du gouvernement. L'homme de Dieu est en mission épiscopale en Côte d'Ivoire. Durant cette messe, il a demandé à la communauté catholique d'œuvrer pour le rayonnement de l'Église de la Côte d'Ivoire et d'être des acteurs de paix au service de l'humanité. Après la messe, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. L'Église catholique est au service de la santé de l'homme. Le gouvernement ivoirien ne lésinera sur aucun moyen pour le bon fonctionnement de cet hôpital. L'État fera sa part, non seulement donc pour aider la direction de l'hôpital à remettre en service tous les équipements, mais également prendre des dispositions pour payer l'ensemble des dettes, que ce soit pour l'électricité, etc. Et nous avons prévu à partir de cette année donner à l'hôpital une subvention pour prendre en charge surtout les services sociaux administrés par l'hôpital, notamment la gratuité, la CMU, le service basé sur la performance que nous voulons appliquer comme service complémentaire à ce qui est administré ici. Dernière étape de cette visite, le caveau familial de Boigny, où le numéro 2 du Vatican a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le Vatican ne cessera jamais de l'honorer pour son don de soi, matérialisé par la construction de la basilique Notre-Dame de la Paix, offerte au Vatican. J'étais très bien accueilli par le Premier ministre avant et le Président de la République. Et on a eu des dialogues très intéressants, disons un peu sur les questions bilatérales, mais aussi sur des questions internationales. Et après cette rencontre avec l'Église locale, alors l'ordination d'hier et la messe d'aujourd'hui. Mais je suis très satisfait pour cette visite. Je pense que ça sert beaucoup à consolider les relations entre les Saint-Sièges et la République et la Côte d'Ivoire dans cette occasion du 50e anniversaire d'établissement des relations. Toujours en Côte d'Ivoire, le décès le 7 mai dernier du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, né à Séguéla, dans le nord-ouest du pays, était au perchoir depuis 2019. La nouvelle de son décès a fortement secoué les populations de Séguéla. Elles sont au micro de Moussa Konaté. La triste nouvelle est tombée samedi 7 mai. Amadou Soumaoro s'en est allé. À Séguéla, la ville natale du président de l'Assemblée nationale s'est réveillée ce dimanche 8 mai dans un calme inhabituel. Chez les Soumaoro, l'une des 5 grandes familles de Séguéla, c'est la consternation. Il a perdu un neveu depuis le mois passé, aujourd'hui c'est son 40e jour. Plus a perdu sa mère, et lui aussi, elle aussi a fait un sacré frère, dont les deux sont combinés ensemble aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, on apprend lui aussi son décès. C'est un choc pour Séguéla complet et pour le plus aussi pour le Yoruba. Vous voyez cette photo? Il y a 6 personnes que vous voyez sur la photo. Ça, c'est la famille de Lusimba qui entoure le président Hassan Ouattara. Parmi ces 5 personnes qui entourent le président Ouattara, personne ne vit encore. La grande famille de Lusimba est vide. Il ne reste que les neveux. La famille Soumaoro est sous le poids du deuil. Le fils de Loseni Soumaoro, pilier de la famille, est parti. Je n'ai même pas pu dormir. J'ai pleuré toute la nuit. C'est lui seul qui était notre tout, qui faisait tout pour nous, la famille. C'est lui qui soutenait la famille. Tout Séguéla est en deuil, tout le monde est en deuil. Mais tout ce que Dieu décide, c'est ce que Dieu fait.
En plus de la famille Soumaoro, c'est toute une ville qui est éprouvée. Les habitants de Séguéla se sentent dévastés par la nouvelle du décès d'Amadou Soumaoro. On pleure aujourd'hui un barbare, un grand homme de ce pays, un grand serviteur d'État. On a perdu notre grand frère, Ahmed Bakayoko. On vient de perdre un autre grand frère encore, Amadou Soumaoro. Amadou Soumaoro a fait beaucoup de choses pour la jeunesse musulmane ici à Séguéla. Il a même construit une école islamique pour nous à Séguéla. Amadou Soumaoro fut le maire de Séguéla de 1996 à 2011. Il était député de Séguéla sous-préfecture depuis 2011. En image, l'actualité hors de chez nous. Un tremblement de terre s'est produit aujourd'hui au large des côtes de Taïwan, petit État insulaire à l'est de la Chine. Annonce faite par l'Institut météorologique du pays. Le séisme a fait vaciller les bâtiments de la capitale Taipei. Rappelons aussi l'ouverture aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des travaux de la 15e conférence des parties. 196 États vont fixer les objectifs climatiques mondiaux. La COP15 a démarré ce matin avec un sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.